Il y avait presque un côté surnaturel, mystique. Ouais, grave. J'ai totalement conscience que ça fait qui je suis aujourd'hui. Purée, on va tout savoir. Ça remonte quand la dernière fois que tu t'es retrouvé comme ça dans un confessionnal? Bah jamais. Jamais? Non. Ça va, t'appréhendes pas trop? Non, ça va. Enfin, j'ai des raisons d'appréhender ou pas? Non. Bah, avant tout, c'est pour dire les belles choses qu'on vit. Les fois où on sent que dans notre monde, bah, y a pas que du hasard, quoi. On touche un peu l'invisible. Et quand justement on a dit toutes les fois où bah, on sentait une vraie gratitude envers la vie, envers Dieu, on reconnaît aussi toutes les autres fois où on est passé à côté, peut-être un peu trop centré sur soi et tout. Et tu vois, je crois qu'on confesse nos péchés à la lumière de ce qu'on ressent de l'amour de Dieu. Il me semble. Toi, tu te faisais quelle idée? Je saurais pas, pour moi, c'était vraiment... aller se confesser, c'était une manière de purger un petit peu, d'avouer, voilà, c'est quoi les choses dont j'ai honte, quelles sont les choses qui m'éloignent de Dieu, en fait. Pour les personnes qui vont se confesser, pour moi, c'était ça, en fait. C'était une manière de dire, voilà, bah, cette année, je viens me confesser, il y a eu ça qui m'a éloigné de Dieu, et qu'est-ce que je vais faire pour m'en rapprocher, en fait. C'est un peu de la psychanalyse religieuse, quoi. Je sais pas, j'ai un peu ça, non? Non, mais c'est bien dit. Et en plus, de toute façon, nous, quand on nous forme pour être prêtre, on nous fait plus de 3 ans de psycho, c'est que c'est vrai que, mine de rien, on est là pour aider les gens. Ah ouais? Et je pense qu'il y a une vraie différence entre ce qu'essaye de faire le psy et ce qu'essaye de faire humblement le prêtre. Mais au fond, ouais, on essaye de décharger le cœur humain de tout ce qui l'alourdit, quoi. Je crois que tu touches juste. Je pense que historiquement, les prêtres étaient un peu les premiers psychologues, hein. Bien vu. Ouais. Mais si, un peu, si on regarde un petit peu dans l'histoire, c'est un peu comme ça. Ah mais carrément. La passe, psychologie, quoi. En fait, c'est tout récent, ça a 150 ans, quoi, avec Freud, Oui. et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle comme ça. Mais en Oui, fait, c'est ça. avant, non, carrément. C'était les confesseurs qui étaient un peu les premiers psys. Bah, tu vois, on remonte dans le temps, en fait, en rentrant dans ces belles boîtes là. Ouais. T'as même la petite auréole qui brille déjà, t'es au top. Oh là là, incroyable. Ah, mais justement, l'auréole. T'as une idée, toi, à quoi ça ressemble là-haut? Le paradis? Genre ma vision du paradis? C'est ça, ok. Est-ce qu'on est en mode petit Angelo Potelé, tu vois, à la Michel-Ange, là, sur le plafond de la chapelle Sixtine? Est-ce qu'on est une goutte d'eau perdue dans l'océan de la sérénité de Dieu? Est-ce que... En fait, je matérialise pas ça. Ouais. Si tu veux. Pour moi, le paradis, ce serait vraiment un endroit. Je dirais, mais j'ai même pas envie de dire un endroit, puis c'est pas un lieu, ce serait un moment, on va dire, où on a la paix. Je pense qu'il y a absolument. Pour moi, le paradis, c'est vraiment un moment de paix. Pour moi, l'idée de me dire qu'il y a une vie après la vie, pour moi, serait source d'angoisse. Le jour où ma vie sera terminée, où j'aurai vécu ce que j'aurai à vivre, l'idée de me dire j'arrive aux portes du paradis avec Saint-Pierre et de me dire ah ouais encore quoi, tu vois ce que je veux dire, cette idée là me plaît pas. Pour moi le paradis c'est vraiment ce truc de maintenant j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mon lot de bonnes choses, avec mon lot de mauvais moments, etc. Et maintenant c'est la paix. Ah mais je crois que tu touches très juste. L'éternité, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas l'immortalité. Des fois les gens ils confondent et c'est sûr que si on a eu une vie hyper éprouvante, on peut s'imaginer mais purée, si c'est pour que après ça soit voilà. Et en fait, non, l'éternité, ça veut dire hors du temps. C'est un peu comme ces moments de... Voilà, on a passé une super après-midi en famille et on regarde, il est déjà 19h, on n'a pas vu le temps passer. Je crois que c'est ça, tu vois. On sent cette paix, cette quiétude intérieure que presque rien ne pourrait nous faire dissiper. Et ouais, non, je pense que tu touches assez juste. T'as des habitudes un peu spirituelles, enfin, je sais pas, Oui, j'ai des habitudes spirituelles. Après, je n'ai pas de religion à proprement parler. Ma spiritualité, je l'ai développée au fur et à mesure des années par tout ce que j'ai vécu, par mes croyances, etc. Je crois énormément en l'énergie. Je lis énormément de bouquins sur l'énergie que tu vas avoir dans ton corps, en fait, et ce que tu vas dégager. En gros, si tu veux, j'ai un principe qui est que un atome est fait de 1% de matière et donc de 99% d'énergie. Amen. Donc, je suis faite de 99% d'énergie, logiquement. Donc voilà, c'est un peu basé sur ça. Après, ouais, quand ça va m'arriver, parfois, j'ai ce que j'appelle mes guides, quoi. Donc ça va être quelqu'un que je vais personnaliser, un esprit que je vais personnaliser, ou quand je vais pas bien, ou quand j'ai besoin de me plaindre, ou quand j'ai besoin de discuter, mais que je suis toute seule dans ma chambre, et ben je vais discuter quand même toute seule, c'est pas grave. Et moi, ça peut paraître un peu fou, mais c'est ma manière d'expulser, on va dire. Ouais, ou de laisser s'exprimer. Et si on est plus que des animaux, qu'on a ce côté un peu transcendant en nous, c'est normal qu'on ait besoin de le partager à d'autres. Alors nous, chez les chrétiens, on parle un peu des saints, ces gens qui sont là, peut-être invisibles à nos yeux, mais qui pourtant veillent sur nous, nos grands-parents, peut-être qui sont déjà montés là-haut et tout. Et non, au final, c'est un peu prier ce que tu fais. C'est un peu prier. Mais je l'associe à ça, hein. En fait, c'est un peu prier, sauf que c'est vrai que bon, la prière, il y a des choses qui sont déjà écrites entre
ritualiser, voilà. Oui. Oui, voilà, il y a quelque chose un peu de l'ordre du rituel. Ouais. Il y a des choses dont on a besoin de parler, n'importe quel humain a besoin d'extérioriser certaines choses, mais on peut pas en parler à ses potes, on peut pas en parler à ses parents, on peut pas en parler à son mec ou à sa meuf, quoi. Et parfois on a besoin juste de le dire, et parfois, si je suis toute seule dans mon salon, je vais le dire à mon chat, ou je vais juste le crier bien fort dans mon salon en disant ça, et du coup ça fait du bien juste de le dire, et c'est là, c'est bon, maintenant la journée elle peut continuer, quoi. Tu donnes des super tips là de justement savoir extérioriser ça. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu catharsis qu'on a besoin de faire ressortir le démon qui est en nous. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait que nous rappeler qu'on est fait à 99% d'énergie. Il y a des jours où on se lève le matin, on est juste lourd, quoi. On n'est pas dans un bon mood. Et en fait, quand on se redit ça, ça peut trop nous aider à démarrer la journée sur un bon pied, quoi. Il y a des rituels chamaniques, alors après on y croit pas, qui ont démontré que si on se réveillait le matin et qu'on se forçait à sourire pendant 10 minutes, même un sourire forcé absolument affreux, le cerveau ne fait pas la différence entre un faux sourire et un vrai sourire, et donc ça sécrète de la dopamine, en fait. Je pense que ça n'existe pas la recette de je vais bien tout le temps. Je pense juste que quand on arrive à avoir une certaine spiritualité, on arrive à comprendre que on n'est pas forcément responsable de toutes nos humeurs, et du coup lorsqu'on a une humeur qui est désagréable, on doit être capable de se dire ok, là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer ça. Il y a des gens qui vont très mal, ils ont ce truc de dire je n'arrive pas à vivre avec moi-même. Il y a quand même une dissociation lorsqu'on dit ça, c'est à dire que tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, mais tu es une seule personne, donc en fait tu vois ce que je veux dire. Et je pense que du coup lorsqu'on s'intéresse à soi-même, et lorsqu'on s'intéresse à nos moments pénibles, on prend conscience que finalement quoi qu'il arrive on sera la seule personne avec laquelle on finira notre vie et que du coup c'est à nous en fait d'apprendre les tips pour faire en sorte de passer un bon moment, en fait. C'est un peu ça la vie, on sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut essayer de passer un bon moment, quoi. Ça c'est bien, c'est que ça me fait penser c'est quoi pour toi, Morgane, qu'est-ce qui donne du sens, du goût, du prix à ton existence? Je saurais pas te dire, il y a plein de choses différentes, plein de moments différents. Je pense que j'en découvre des nouveaux tous les jours. Moi, ce qui me donne du sens, ça va être vraiment d'avoir des nouveaux projets à chaque fois. C'est vraiment ce qui m'anime. Je peux me faire avaler par ma flemme très facilement, et je déteste être spectatrice de ma vie, qui n'est pas du tout compatible avec la flemme. Et c'est pas du tout l'image que tu donnes quand on voit tous les projets que tu fais. Mais c'est pour ça, en fait, c'est que la seule manière de me sortir de cette flemme maladive, un petit peu de ce truc de c'est de me forcer à faire des trucs, de pas me laisser le choix. Donc c'est comme ça que je fais, mais depuis des années, même quand je vivais à Annecy, que j'étais en école de graphisme. Le vendredi soir, je bossais dans un bar en Suisse pour mettre des sous de côté. Le samedi, j'étais apprentie tatoueuse l'après-midi dans un shop à 10 km. Parfois, je regarde en arrière, je suis là, mais j'étais complètement tarée, quoi. Genre, je me laissais pas le temps de me reposer, parce que j'adore rien faire aussi, parce que quand je me pose, je suis là, c'est bien. Ça fait du bien un peu de temps en temps, quand même. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'apprécie encore plus maintenant, justement, ne pas être spectatrice de ma vie et de me dire, c'est trop bien, je suis en train de cocher toutes les cases de tout ce que je veux faire, de ma checklist avant de mourir, quoi. Tu vois. C'est génial, c'est tout ce que je te souhaite. Et justement, des fois, il y a des gens, ils disent voir Venise et mourir. Toi, c'est quoi le truc que tu voudrais faire avant le grand passage, quoi? Non, mais le truc. Non, si tu devais en choisir juste un. Juste un. J'aimerais bien faire le tour du monde. Voilà. À pied? En bateau? En voiture? En jeep? Tout véhicule confondu. Prendre le temps d'aller comme ça, dormir chez l'habitant, ou plutôt mode hôtel, piscine? Tout. Vraiment dormir chez l'habitant, rencontrer des gens en auberge de jeunesse, aller dans des temples en Asie. J'ai vraiment cette curiosité de la culture étrangère, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la teuf, que ce soit dans la musique. J'ai toujours aimé voyager. Il y a une espèce de liberté et d'inlassitude, je sais pas si ça se dit. Non, mais on a compris ce que tu voulais dire, ouais. La meuf invente des mots. J'imagine qu'à la fois aussi bien on prie différemment d'ici à l'autre bout du monde, mais même un concert de rap, ça doit pas être la même chose du tout si t'es à Bombay ou si t'es à Rio de Janeiro. Mais j'espère, parce que du coup parmi ces trucs, cette checklist à faire avant de mourir, c'était de réussir à vivre de la musique. Parce que cette envie de faire le tour du monde, ça a toujours été un peu dans ma tête, mais bon, c'est bien mignon, faire le tour du monde, voilà, c'est rigolo, mais une fois que tu l'as fait, bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois. Mondiale. Voilà, j'espère que ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire à un moment donné. Alors je sais pas si je ferai le tour du monde, mais j'ose espérer que mon métier m'apportera la possibilité de voir le plus de pays possible
possible, de voyager le plus possible. C'est que là, tout à l'heure, tu me parlais de la jeune femme que t'étais à 18 ans. Ouais. T'aurais imaginé que t'en serais là aujourd'hui? Je l'imaginais secrètement. C'est bien, il faut cette petite ambition. C'est pas de l'orgueil, c'est la fierté de voir les capacités que la vie a mis en nous, que Dieu a mis en nous. Tu me dis, il y a 18 ans... non, quand t'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans. Je sais pas où je m'imaginais, mais je crois que je m'imaginais pas trop. Hein. J'aurais aimé, au fond de moi, je m'imaginais un peu chanteuse, un peu vivre de ça, tu vois, mais j'étais pas dans le même mood, quoi. Moi, j'étais intéressée par la fête, par la découverte, par mes potes. Je voyageais en autostop, je faisais tous les festivals reggae du coin, quoi. T'as eu des dreadlocks? J'ai eu des dreadlocks. On veut les photos, on veut les photos. Non, il y en a pas. Non, j'ai eu des dreadlocks quand j'avais 14 ans. J'ai chiné mes parents toute mon enfance pour avoir des dreads. Faut savoir que mon meilleur ami d'enfance s'appelait Mehdi. Il était noir, son père était noir et rasta et portait des locks, et Mehdi portait des locks. Et moi, du coup, je voulais des locks comme Mehdi, et je disais à ma mère, mais je veux des dreadlocks. Et ma mère me disait, mais socialement, ça passe moins bien. Elle me dit, je peux pas te faire des dreads, genre ça va pas passer, quoi. Et moi, je comprenais pas. Enfin, tu vois, cette espèce d'innocence de l'enfant, quoi. C'est vrai que je disais, mais pourquoi Mehdi, il a le droit d'avoir des locks, c'est pas moi, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, je suis là, bah oui, évidemment. Mais voilà, j'ai fait ma crise identitaire quand j'ai eu 14 ans, j'ai fait mes dreadlocks, je les ai gardés 1 an. C'était ridicule, mais c'était rigolo. J'ai eu ma période permanente. J'ai voulu essayer. Ah bah t'imagines, je les avais pas aussi longs que toi, mais je pense qu'ils étaient quand même là, et je voulais voir ce que ça faisait d'avoir les cheveux comme un petit mouton, tu vois. Donc je comprends ton trip. La permanente, je suis pas passée, j'ai failli, mais j'ai pas honte de grand chose, hein. Honnêtement, même les trucs où je pourrais avoir honte, j'ai totalement conscience que ça fait qui je suis aujourd'hui. Donc non, j'ai pas honte de grand chose. Après voilà, j'ai eu ma période gothique, moi j'étais à fond dans le métal, quoi. Donc non mais c'est bien, c'est très beau ce que tu dis, parce que moi je suis convaincu que c'est nos petites imperfections qui laissent passer la lumière de ce qu'on est. Dans la Bible, à un moment, ils ont cette image, il dit que les hommes, c'est un petit peu comme des vases dans lesquels Dieu a mis son esprit, et en fait, un vase d'argile, il faut qu'il ait des petites imperfections, des petites impuretés pour laisser passer la lumière qu'on met à l'intérieur. Donc en fait, c'est super profond. Non mais si, moi je suis fan, il faut qu'on assume l'entièreté de ce qu'on est. C'est ça qui nous a fait devenir ce qu'on est, quoi. Bah de toute façon, on peut pas y changer grand chose, quoi. Donc soit on l'accepte, soit on vit dans la honte toute notre vie, mais dans tous les cas, on peut pas changer grand chose, quoi. Donc autant avancer. Je pense que ce qui est important, c'est le moment présent, quoi. C'est ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après. Voilà. Réussir à vivre dans l'instant. Ça, je crois que c'est une difficulté à notre génération. On est toujours à se projeter ou sur les trucs qu'on n'a pas réussi, ou alors on se projette dans un avenir qui nous paraît tellement trouble, tellement flou de temps en temps. Tu lui dirais quoi aujourd'hui, que tu commences à plutôt pas mal réussir, à la petite de 18 ans que t'étais? T'en as combien aujourd'hui? 26? 28. Pardon. Bah, c'est pas grave, on peut m'en donner 10 de moins, y a pas de problème. Donc ouais, justement, la petite que t'étais il y a 10 ans, qui était là entre tantôt faire du tatouage, tantôt trouver des petits boulots pour pouvoir parcourir comme ça les festivals et tout, tu lui dirais quoi? Je dirais de rien changer. De continuer à faire la fête, de continuer à faire des découvertes, de continuer à faire des erreurs, à dire des bêtises. Je pense que j'ai eu de la chance d'être quelqu'un d'extrêmement curieux et j'ai eu de la chance d'avoir des parents derrière qui m'ont jamais rien interdit, sauf d'avoir des locks. J'ai ce truc en fait où mes parents m'ont jamais rien interdit, c'était en mode découvre la vie, mais ils restaient derrière un peu en mode si ça va trop loin, je suis là pour rattraper, quoi. J'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, je me suis jamais freinée sur quoi que ce soit et j'ai juste au fur et à mesure de mes expériences et de ma curiosité, appris ce qui était bien ou mauvais pour moi. Ça veut pas dire que j'ai la recette du kiff, hein, loin de là. Mais j'ai 2-3 tips pour quand ça va pas trop, quoi. Ou, voilà. J'ai 2-3 tips sur comment j'ai envie de mener ma vie aujourd'hui. Et justement, c'est à ceux qui te regardent, là, à tes fans. Hier, je parlais de toi au collège, mais ils sont tous « Ah, mon gars, mais tout !» Et tu leur dirais quoi à ces petits jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, pour si tu devais leur partager un de tes petits tips pour réussir à traverser les tempêtes? On est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais je suis intimement persuadée que dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Je pense que je dirais assez pré-adulte, si je les rencontrais, c'est vraiment si vous avez envie de faire un truc, faites-le à fond, mais donnez-vous à fond. Et arrêtez de trouver des excuses, parce que des excuses pour pas faire, il y en a toujours. Quand on veut arriver à un projet, c'est toujours dur. C'est jamais facile de développer quelque chose. Même une fois qu'il est développé, c'est jamais facile d'aller plus loin. Et il faut accepter de rater, il faut accepter de se casser la figure. Jamais personne n'est né un génie, ça existe pas, quoi. Il faut juste bosser. Ça veut pas dire bosser à l'école, hein. Moi, j'étais pas du tout faite pour le modèle scolaire. J'ai eu mon bac parce qu'il fallait l'avoir, j'ai fait ce qu'il fallait, mais le modèle scolaire était absolument pas fait pour moi. Mais j'ai investi mon énergie dans autre chose et je me suis découvert des talents dans autre chose, alors que j'étais intimement persuadée que j'étais
un peu nulle quoi dans tout. Enfin franchement, je suis sortie du lycée, j'étais un peu en mode genre bon, je suis bonne à rien quoi. Et des fois c'est vrai que le système scolaire dans lequel on est, ça valorise pas toutes les compétences cachées qu'on peut avoir. C'est ça. Dans un monde hyper exigeant, des fois, on peut être un peu perdu. Mais c'est génial ce que tu dis, ça me fait penser à une citation. J'arrive plus à retrouver qui dit « Le succès, c'est 90% de travail ». Et je pense que c'est ça, quoi. Faut vraiment, si on se donne les moyens, si on y croit, ça me fait un peu penser à la loi de l'attraction, ce que tu dis. Soyons déterminés sur ce qu'on veut. Et en fait, on va mettre toutes nos énergies intérieures et puis faire converger le monde entier vers notre objectif, quoi. Mais c'est ça, la loi de l'attraction, c'est pas juste de vouloir quelque chose, hein, parce que tu peux vouloir gagner l'euro million. Tu peux vouloir gagner l'euro million, c'est pas en disant je veux gagner l'euro million tous les soirs dans ton lit que ça marchera. Par contre, si tu joues tous les jours, bon bah peut-être que ça finira par marcher. Mais en fait, il y a ce truc où lorsque tu veux quelque chose vraiment, que tu le veux vraiment, normalement, l'énergie qui tourne autour de toi, l'énergie que tu vas dégager, va jouer sur tes actions, va jouer sur la manière dont tu vas fonctionner dans tes interactions avec les gens, dans ta vie, etc. Qui va faire que sans même t'en rendre compte, tu vas faire des choses qui vont t'amener vers ce but-là, en fait. T'as déjà eu comme ça, toi, des moments où vraiment tu t'es rendu compte que l'univers convergeait vers ce que tu voulais, il y avait presque un côté surnaturel, mystique? Ouais, grave. J'en ai plusieurs. Quand j'ai décidé de devenir chanteuse, en gros, j'ai un peu décidé de partir à Paris sur un coup de tête, parce que j'avais ce truc en mode je fais de la musique, c'est bien, je kiffe, mais j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans et de regretter de jamais l'avoir tenté, donc je vais partir maintenant, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. À l'époque, t'étais à Grenoble, Annecy? Annecy, ouais. Et t'avais quel âge? J'avais 23. Et donc j'ai lâché mon appart, j'ai habité en squat pendant 3 mois, je crois, et je suis vraiment partie avec mon sac à dos, mon ex, mon chien, et c'est pas la même personne, hein. Et excusez-moi, j'étais obligée de la caler, désolée. Donc mon ex, mon chien, mon chat, et on est arrivé sur Paris vraiment, c'était le truc, voilà, Airbnb, vraiment je suis arrivée sur Paris avec rien, quoi. J'étais vraiment en mode ouais, je vais devenir chanteuse, et je vais devenir chanteuse. Pas de plan d'action sur 2 semaines, non, juste le rêve, quoi. Bah non, le plan d'action c'était je viens d'être diplômée de graphisme, je sais travailler en bar. J'étais persuadée qu'à partir du moment où on avait de la bonne volonté, ça marchait tout de suite, sauf que bien évidemment ça marche pas tout de suite, il y a eu des galères de sous. J'ai cru que j'allais devoir rentrer, j'avais pas d'argent, j'avais pas de quoi me nourrir, et puis la personne avec qui je vivais, il m'était pas particulièrement du sien aussi. Je savais pas trop ce qui allait se passer, et en plus les gens avec qui je travaillais plus ou moins dans la musique à ce moment-là répondaient pas à mes messages. J'avais bossé un petit peu dans des bars à Paris. Et en fait j'avais un truc qui me faisait beaucoup de peine, c'est qu'à chaque fois que j'allais travailler dans un bar ou dans la restauration, je me retrouvais avec des équipes qui savaient pas travailler sans substance. C'est-à-dire que dans la restauration, c'est quelque chose d'assez connu, il y a beaucoup de drogue qui tourne pour tenir substance, le coup. d'accord, ok, voilà. Pardon. Moi j'étais justement derrière les cuisines du restaurant, là je comprenais pas trop. Non, c'était plus en bar, et vraiment c'était pour travailler jusqu'à 6h du mat, et à chaque fois que j'allais bosser dans un bar, que je faisais des essais, c'était... Bah, c'est chiant quoi, moi j'ai pas envie d'avoir ça dans le monde du travail quoi, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Et puis vraiment au moment où je me suis dit bon bah je vais rentrer à Annecy, c'est plus possible, j'ai trouvé un job dans un bar où on m'a dit bah on t'adore, trop bien, on veut te garder quoi. J'y suis restée 3 ans, donc j'ai arrêté en mai l'année dernière, donc j'y suis restée très longtemps. J'ai vraiment trouvé parmi les gens qui bossaient là-bas une famille quoi, enfin je veux dire le boss il m'a laissé son bar pour tourner des clips, c'était très fatigant hein. Je bossais de 21h à 6h du mat quoi, mais c'était voilà, c'était un kiff de bosser avec eux. Personne ne prenait de substance ou quoi, c'était voilà, si on avait envie de se mettre un petit shooter de vodka pour aller un petit peu plus vite, on avait le droit, mais c'était vraiment bon enfant quoi, c'était vraiment une ambiance de travail saine en fait, c'est ça le plus important. Donc ça faisait 1 mois que je travaillais là-bas, c'était un bar où il y avait des concerts, et à un moment donné j'étais au bar et il y a un mec qui vient me voir, qui me commande un mojito avec un accent américain à couper au couteau, et le gars avait une gueule, tu vois, un peu à la Iggy Pop, je sais pas, tu vois, ce genre de physique quoi. Et du coup je lui demande ce qu'il fait sur Paris, etc. Et il me dit je suis un musicien, machin, avec ses cheveux longs et tout, au culot quoi. Je lui dis bah moi je fais de la musique, etc. Et du coup bah je lui donne mon adresse mail. Je finis le boulot à 6h du matin. Je rentre donc chez moi, je dors jusqu'à 15h, puisque forcément, finissant le boulot à 6h du mat, voilà quoi. Et à 15h, je me réveille, j'avais 15 appels en absence, je sais pas combien de messages, et en fait, il s'avérait que le mec, c'était Glenn Ballard. Donc Glenn Ballard, c'est un producteur américain qui a écrit Man in the Mirror de Michael Jackson notamment. Pas n'importe qui. The Gars, tu vois. Et en fait, il m'avait contacté parce qu'il était sur Paris pour travailler sur une série Netflix en partie produite par Damien Chazelle qui s'appelle The Eddy, qui est une série de jazz. Et ils avaient besoin d'une nana qui rappait, qui aurait pu rapper et jouer pour la saison 2. Un petit rôle, hein, rien de fou, mais j'ai bossé avec lui donc pendant 2-3 semaines sur la bande originale. On a fait des mélanges de jazz et de rap et tout, c'était très très cool. Et bon, malheureusement, avec le Covid, la saison 2 n'est jamais sortie et ça s'est pas fait. Mais voilà, je peux dire que quand même, je me suis
J'ai rencontré un mec qui a produit et écrit pour Michael Jackson dans un bar, dans mon bar, et j'ai bossé avec lui pendant 3 semaines après, tu vois. Et c'était au moment où tu te demandais si t'allais pas tout arrêter, quoi. C'est ça. Ah mais ouais, il y a quand même des fois des moments du destin, quoi. Tu vois, tu montes pour faire de la musique sur Paris, ça se passe super mal, ça se passe pas comme tu veux, tu te dis bon bah vas-y je vais redescendre, et à ce moment-là tu rencontres the gars. Quand t'as un mec qui a bossé avec des gens comme ça, avec des stars comme ça, qui te disent non lâche rien, t'as vraiment un truc, je pense vraiment que tu pourras faire quelque chose dans la musique, mais tu peux pas rentrer chez toi, c'est pas possible. Ça j'imagine que tu le gardes hyper précieusement là dans ton petit cœur, c'est je suis le super moteur, fière. quoi. Je suis super fière, elle me met des likes sur Instagram et tout, super fière. Ça continue en plus aujourd'hui? On est en contact quoi. Là il a une comédie musicale qui monte à New York si je dis pas de bêtises, sur Retour vers le futur. On s'est pas revus depuis ce moment-là où on avait collaboré sur The Eddy, mais il regarde ce que je fais quoi. Tu viens de sortir ton premier album et pour le coup il y a la comédie musicale qui va s'enchaîner. C'est ça. En fait c'est TikTok qui t'a lancé dans tout ça, c'est cette rencontre-là qui a aidé justement à gravir quelques échelons plus vite. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés entre temps aussi. J'ai rencontré l'équipe avec laquelle je bosse aujourd'hui. En fait une bande de potes avec qui je me suis très bien entendue musicalement, qui m'ont aidé à me sortir de contrats de contrats foireux, on va pas dire les choses comme elles sont. Et puis les choses se sont fait petit à petit. Je pense que là-dedans aussi j'ai eu énormément de chance, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer des gens qui sont prêts à monter un projet tout entier autour d'une carrière artistique. Donc j'ai de la chance d'avoir encore une fois une ambiance de travail saine, c'est encore quelque chose d'important. Et voilà, et en fait après il y a eu le confinement, et puis TikTok c'est moi qui ai un peu poussé le truc parce que j'avais envie de comprendre, parce que les réseaux sociaux ça m'a toujours fasciné, parce qu'on a des outils de communication dans nos mains. Puis voilà, moi on m'a tellement fermé de portes dans la musique, on m'a tellement dit tu feras jamais rien que non mais c'est que justement on se dit il y a pas beaucoup de filles dans le rap, donc une qui perce un petit peu, surtout que toi en plus tu défends tes valeurs, on sent que t'as vraiment des idéaux auxquels tu tiens quoi sur je veux pas faire de la politique, hein, c'est quelque chose sur lequel je mets vraiment un point d'honneur, mais je pense que dans l'écriture j'ai toujours des choses à dire dans laquelle mon public peut se reconnaître parfois, et c'est ça qui est intéressant pour moi, tu vois, c'est lorsque je rencontre des ados qui écoutent ma musique, et c'est ça que je préfère, lorsque je rencontre des ados qui sont fans et tout, et qui me disent j'adore ta musique, elle m'a trop aidé à nanani nanana, je me dis punaise, peut-être que ma musique peut leur faire ressentir le kiff que moi j'ai pu ressentir à leur âge, lorsque j'écoutais du Orelsan ou du Sum 41, ou tu vois ce que je veux dire. Carrément. J'ai jamais été aussi fan que lorsque j'avais cet âge-là, que lorsque j'étais ado en fait, parce qu'il y a une dimension tellement huge que... et puis ces chanteurs qu'on adore, comme tu dis, on revit à travers leurs textes ce qu'on a vécu nous-mêmes. Quand tu fais un rap sur une rupture et que tu lui dis ces 4 vérités à celui qui t'a quitté, quand tu parles du quotidien comme chez Starbucks, enfin, on se retrouve là tous à avoir vécu ça. Non. Ça. Et quand en plus tu réussis à nous mettre ça dans une bonne cadence qui fait du bien et tout, enfin non, je comprends que tu... Starbucks c'était facile, j'y ai bossé 3 ans, donc j'ai eu le temps de... j'ai eu le temps, si tu veux, j'avais toutes les punchlines, je les avais déjà, c'est allé assez rapidement. Mais oui, enfin on l'a tous fait, on s'est déjà tous et toutes fait plaquer, et du coup on a écouté une chanson bien triste pour bien se faire mal, pour bien aller. Non, c'est bizarre ce problème. Excuse-moi de te couper, mais quand on va mal, on a besoin d'écouter une musique triste, de se mettre dans une pénombre, enfin pourquoi? Moi personnellement, j'ai ce truc où quand je vais pas bien, je sais que le temps seul va faire que je vais aller mieux, mais que moi il y a le travail que je vais mettre dessus en fait. Je vais prendre l'exemple d'une rupture. Lorsque j'ai une rupture, je sais très bien que après, je vais couper totalement les ponts. Je vais vraiment essayer de plus penser à cette histoire. Mais avant, j'ai besoin de pleurer tout ce que j'ai à pleurer. Donc là, il est 17h. Si à 19h, j'ai envie de tout couper, de plus avoir à y penser et d'oublier cette histoire, je vais pleurer tout ce que j'ai à pleurer, écrire tout ce que j'ai à écrire et vraiment vider toutes ces émotions le plus possible. Comme ça, après, je me suis bien calmée. T'arrives à manager tes émotions comme ça, enfin vraiment te dire, allez, et je sors tout, et au moins comme ça, après, je tourne la page. Mais c'est pas du management, mais tu vois, on a ouvert des Fury Rooms. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est pas le truc où on casse tout là? J'ai déjà vu ça aux zapping. C'est ça. Le principe, c'est vraiment d'y aller et tout péter et de après ça va mieux. Et en fait, si tu veux, c'est ça. Lorsqu'on a besoin vraiment de se faire du mal, de sortir tout ce qu'on a à sortir. Je ne peux pas, non, bien sûr, si je te dis à 17h, je peux pas à 19h avoir tout oublié. Mais c'est plus, maintenant il est 19h, c'est l'heure où, même si j'ai envie de pleurer encore dans mon lit, non, je vais sortir, je vais aller voir mes potes, je vais boire un coup, je vais aller au ciné, je vais me forcer un petit peu à me faire violence et à pas penser à ça. On peut être centré sur ce qui va pas, c'est pas ça qui va le faire disparaître. Quand il y a quelque chose de ténébreux en nous, il faut se recentrer sur la lumière, quoi. C'est ça qui va petit à petit faire dissiper ou juste l'accepter. Alors l'accepter, voilà, et puis après quand tu dis de repartir avec les potes, essayer de retrouver du bon et tout, enfin voilà, on se remet dans un mood qui
qui nous tend vers la joie, quoi. C'est ça à quoi on est appelé. C'est ça. Après, moi, parfois, ça m'est arrivé de pas forcément en avoir envie. Hein. Ah bah oui. D'aller voir mes potes et d'être autour de la table et d'être là. J'ai pas envie d'être là, quoi. J'ai envie d'être sous ma couette et de regarder des films nuls. Mais, à force de se forcer, le premier jour, ça va être dur, le deuxième jour, ça va être un peu moins dur, le troisième jour, puis le quatrième jour, on va kiffer. Et puis voilà. Puis en fait, en se créant des souvenirs, on se crée des bons moments aussi. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Je dis pas que c'est une solution, hein, mais... Ah non, et je crois que ça marche très bien. Et que c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu dis justement, est-ce qu'à moufler sous la couette et regarder des films, il y a des films que t'as regardé des dizaines de fois, toi? Ouais. Genre? Bah, Retour vers le futur. Sérieux? Ouais, c'est un de mes films préférés. Ah, mais donc si lui, le producteur, il propose de venir faire une saison 2 sur la comédie musicale à New York... Ah bah, les comédies musicales, là, je crois que je vais avoir ma dose. Mais écoute, si dans 3 ans, il cherche encore quelqu'un, pourquoi pas? Il va falloir que je perfectionne mon anglais. Mais non, ouais, Retour vers le futur, j'adore ce film. Pour le coup, tu t'as acheté un overboard ou pas? Le simulacre horrible, là où tout le monde tombe et se casse non, une... j'ai fait de la longboard pendant très longtemps. Je me suis cassé le bras. Ah merde. Et je suis plus jamais remontée. J'ai le vertige depuis, c'est ridicule. T'as le vertige? J'ai le vertige depuis, mais vraiment... Mais genre sur une longboard, quoi, à 20 cm Ah non, sur une longboard, oui. c'est plus possible. Non, franchement, je faisais des trucs chouettes. J'allais pas non plus, je faisais pas de la compète non plus, quoi, mais je descendais, je faisais des descentes en montagne avec mon frère et tout. Et non, un jour, j'étais avec des copines, je sais pas, j'ai voulu faire la baline, hein, et je me suis éclatée contre un mur. Je me suis pété le coude, et mon cerveau n'a pas oublié, quoi. Et puis ouais, j'ai le vertige. À tel point que, je sais pas, quand j'avais 22 ans, j'ai emménagé au 8e étage d'un immeuble. Je crois que j'ai mis 6 mois avant de réussir à sortir sur mon balcon. J'ai vraiment le vertige, c'est un enfer. Pour une fille qui vient des montagnes, oui, c'est... Ouais, mais moi je viens des montagnes, mais j'aime pas le ski, c'est particulier, hein. Ouais, mais j'aime le fromage. Ah ça c'est bien ça. Ah ça, on va beaucoup s'entendre. C'est quoi ton fromage à toi, le préféré? Bah, Reblochon, hein. Reblochon? Ouais. Bon, fade, ça a pas de goût là. Viens en Bourgogne, on va te montrer les bons fromages là qui... Bah, ouais, Reblochon quand même. Non, c'est très Et bien. Cancoyote aussi, j'aime beaucoup. Ah oui. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, Reblochon, raclette, bah, je reste fidèle à ma Haute-Savoie, quoi, mais... C'est bien, Voilà. il faut être un peu chauvin. C'est ça. Et alors tout à l'heure tu nous parlais des réseaux, tu nous parlais un peu de voilà, cette exigence que ça peut avoir de temps en temps. J'imagine que même quand on est Morgane avec un joli sourire un peu unique dans son genre, on a quand même des haters. Oui, bon, on a toujours des haters à partir du moment où ça marche, hein. Tu leur dirais quoi si tu les rencontrais en vrai? Je sais pas, en vrai je suis sûre que c'est des gens extrêmement charmants. Déjà, premièrement. J'ai beaucoup de peine pour ces gens. C'est pas du mépris, hein, ce que je dis, mais je pense que pour rentrer chez soi et avoir ce besoin d'écrire un commentaire méchant, d'insulter une nana que tu connais pas, de l'insulter sur son physique, sur son travail, sur la manière dont elle se sape, sur ses tatouages, sur ses choix de vie, en fait, je trouve ça extrêmement triste d'avoir ce besoin-là. Parce que moi aussi, parfois, quand je regarde une vidéo, ça m'énerve. Franchement, ça arrive à tout le monde. Parfois, je regarde une vidéo qui me plaît pas, où il y a des choses qui sont dites, je suis pas d'accord. Je vais pas aller commenter, comme si ton commentaire avait de l'importance, comme si... Enfin, pourquoi toute cette dépense d'énergie, en fait? Quel est le but? Je pense que ces gens cherchent l'attention. Je pense que lorsque tu mets un commentaire négatif, t'as un flot de notifications qui s'ensuit derrière, et que du coup, en fait, ça te donne de l'importance. Et je pense que pour le cerveau, c'est extrêmement mauvais, déjà. Et moi, la première, hein, parce que quand je lis les commentaires, parfois, je me retrouve dans mon lit en position latérale de sécurité. Tu les lis encore? J'essaye de pas, non, franchement. Et ça va vachement mieux depuis que j'ai arrêté. Hein, vraiment. Après, voilà, c'est pas facile. Ça m'est déjà arrivé de me prendre des réflexions dans la rue. Les gens se moquent de moi, parfois, je le sais. Ça arrive, même quand mon copain va faire écouter ma musique en soirée parce que les potes sont curieux, les gens vont se moquer, en fait. C'est la petite meuf qui fait du rap, elle se prend pour ou j'en sais rien, mais c'est triste, en fait. Pourquoi ce besoin? Pourquoi t'as besoin de te moquer? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux te mettre devant moi et me dire ouais, j'ai le droit de me moquer parce que je trouve ça ridicule ce que t'entreprends? Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir envie de faire ce qui lui plaît dans sa vie? Genre non, c'est affreux. La plupart des commentaires qui ressortent, c'est des attaques physiques. C'est encore pire, quoi. Oui. Mais parce que c'est facile. Je suis une femme qui fait du rap, qui est médiatisée. On va m'attaquer sur le fait que je sois une femme. Directement, c'est trop facile. Tu penses que le rap, c'est pas fait pour les femmes? Oh, je pense qu'en France, on a un gros blocage avec ça. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'en France, on a un gros blocage avec l'image féminine, si tu veux, en général. De ce que devrait être la femme en général. De ce que devrait être la femme en général. Je pense qu'on va vers une évolution, mais je pense qu'il y a quand même, dans certains pays, hein, je dis pas partout, mais dans certains pays, il y a quand même, notamment en Amérique, il y a quand même ce truc de, bon, bah, la femme, si elle a envie d'être vulgaire, qu'elle soit vulgaire, si elle a envie de dire des gros mots, qu'elle dise des gros mots, si elle a envie d'être pieuse, bah, qu'elle soit pieuse. Enfin, en fait, on s'en fout, c'est un peu, mesdames, faites ce que vous voulez, ça nous regarde
regarde pas, quoi, on va dire. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, on a énormément de chanteuses qui sont très sexualisées. Ça te plaît pas, qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle fait ce qu'elle veut, cette jeune dame, quoi, moi, sans qu'elle me pose pas de problème, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et je trouve qu'en France, on a ce truc de non, mais la femme, ça doit être quelqu'un de chic, il faut qu'elle soit cultivée, il faut qu'elle ait de l'ambition, mais pas trop, il faut que. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, je dis que c'est quelque chose c'est une ambiance sociétale un peu. Quelque chose de diffus comme ça, une attente inconsciente. Par exemple, j'ai pas du tout l'impression d'être vulgaire ou sexualisée dans ce que je fais. En tout cas, j'essaye de pas l'être. Si parfois j'ai envie, avec mon image, d'être un peu sexy, je vais pas m'en cacher, si artistiquement il y a une démarche derrière. Mais je remarque que, par exemple, un exemple tout con, je suis allée en vacances il y a pas longtemps, j'ai mis une photo de moi avec ce jean très exactement et un haut de maillot de bain au bord de la piscine, et j'ai eu des commentaires décolleté, ça y est, on a les photos d'influenceuses en décolleté devant la piscine. J'étais genre, c'est pas un décolleté, c'est un maillot de bain, je suis devant une piscine, je suis en vacances en fait. Enfin, et en fait, je me rends compte que les attaques, c'est souvent sur le physique parce que c'est facile en fait. Je pense que même les plus grosses stars, que ce soit Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, ils s'en sont tous pris plein la tronche, quoi. T'es obligé de passer par là à partir du moment où ça marche. Peu importe ce que tu fais, que ce soit de la musique, t'as envie de monter une entreprise dans le bâtiment, si ça marche, t'auras toujours des gens qui seront là t'écraser, c'est obligé. Bah, franchement, t'as du mérite de l'affronter comme ça et puis de reconnaître que c'est peut-être des pauvres gars, quoi, dans le sens vraiment juste pas de chance, quoi, pour eux, quoi, qu'ils soient comme ça, quoi, obligés. Mais c'est pas facile tous les jours, hein. Là, c'est ce que je pense, mais il y a des jours où on a beau dire on fait pas attention, mais si on fait attention, il y a des jours où c'est pas facile à gérer et on a envie de répondre, quoi, mais je me force. Au départ, j'avais l'impression que répondre ça me faisait du bien, parce que j'ai répondu à un moment donné. J'avais l'impression que ça me faisait, ça me défoulait, mais en fait non, c'est juste mettre son énergie au mauvais endroit. Carrément. Ça donne juste vie au truc, en fait. T'en as des haters, toi? Ah oui, ça, il y en a quelques-uns, oui. Moi, c'est moins sur le physique, mais... quoi que si, il y en a certains qui vont me reprocher de ne pas être habillé comme devrait être habillé un prêtre, tu sais, la soutane à l'ancienne, tu vois. Oui, voilà, parce que c'est une critique facile, tu vois. Non, mais toi, en plus, je dois dire que tu as le mérite, et ça, moi, je l'avais remarqué, mais quand je parle de toi avec des amis, avec les jeunes dont je te parlais, tous, ils disent, mais en plus, elle a un côté... elle s'assume vraiment dans sa féminité, dans ce qu'elle est, et voire même, elle le met comme un étendard, quoi. Enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Et donc, je comprends qu'il y en ait qui passent par là pour t'appeler parce que c'est d'autant plus facile. Je sais pas si ça doit être un étendard, mais je pense que c'est juste... je pense que je mets un point d'honneur à être moi-même et j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de normal. Et j'ai plus envie que, tu sais, qu'on me pose la question, par exemple, c'est quoi d'être une femme dans le rap? Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode genre, je suis une femme, je fais de la musique. Est-ce qu'on peut arrêter d'axer ça sur le fait que je sois une femme, en fait? Est-ce qu'on peut juste... Parler musique, parler... voilà. C'est pour ça que je parle plus de mes idées, en tout cas pour le moment, et j'en reparlerai, que j'ai fait une petite pause sur la politique dans ma musique, on va dire, et que maintenant je parle de mes émotions, de comment je me sens, de ce que j'ai vécu, et voilà. Et ça me va bien pour le moment. T'as pas pensé à mettre des dreads peut-être pour t'offrir une légitimité dans le rap? Non, je sais pas. On sait jamais. Petit conseil artistique. Je risque d'avoir des problèmes. Tu parlais de Retour vers le futur, un de tes films préférés. Ouais. Imaginons, t'es un genre de pouvoir et tout, tu peux retourner vivre dans l'époque que tu veux. Un peu le principe de Retour vers le futur. Tu choisirais quelle époque? Les années 69, Woodstock. Sérieux? Ah ouais, grave. Tu te verrais, vraiment hippie et tout. En fait, pas la guerre du Vietnam évidemment, hein, on enlève ça de l'équation, quelle horreur. Non, en fait, j'aurais aimé découvrir cette époque d'après-guerre, tu sais, où il n'y a plus de problème, où la cigarette c'est pas un danger, où les meufs peuvent se balader en jupe, où ça risque rien, où en fait il y a eu une époque vraiment où pendant 30 ans, c'était le kiff, quoi. Il n'y avait aucun souci, il n'y avait aucun jugement, les gens étaient libres de rêver. L'économie marchait bien, il y avait du progrès, il y avait tout, quoi. Voilà, c'est ça, où tout était possible, quoi. Et je pense que j'aurais aimé être une hippie dans les années 69, faire les festivals. Tu sais qu'en plus, le tout début des hippies, c'est avant tout un mouvement pacifiste, vraiment, qui a réuni énormément de chrétiens au début et qui cherchait à revivre de l'élan de ce que vivait Jésus avec ses disciples au tout début. Quelque chose vraiment, l'amour, l'eau fraîche et tout. Et le gouvernement américain, ils ont vu ça d'un mauvais œil et ils y ont mis de la marijuana au milieu. Ça a décrédibilisé le truc et en fait, un mouvement pacifiste qui commence à fédérer. Non, pour le système économique, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, ça. Après, il y avait pas que le cannabis à l'époque, hein. On était dans la découverte du stupéfiant, quoi, et puis il y avait c'est incroyable, c'est pas dangereux, etc. C'est une nouvelle époque, quoi, une nouvelle dimension. Après, j'ai appris d'autres choses, comme quoi les visages de ce mouvement Flower Power, c'est ça, étaient pas ceux qu'on croit
croyait, tu vois, notamment que John Lennon battait sa femme, enfin ce genre de choses. Ça fait un peu mal de se dire que finalement le business existe de partout, quoi. Mais je pense que ouais, j'aurais kiffé soit ces années-là, soit peut-être être une ado à l'époque grunge, Kurt Cobain, tout ça, je sais pas. Mais je pense que ça a l'air vachement plus stylé dans ma tête que ce que c'était en vrai, en fait. Mais j'aurais kiffé. C'est sûr, ils avaient peut-être pas tout le confort qu'on a aujourd'hui et tout. Oui. Et pour le coup, et ça c'est intéressant, c'est que tu remonterais vers cette année-là. Et si tu devais, pour une journée, être une personnalité justement, quelle que soit l'époque, quelle que soit, voilà, si on pouvait changer, prendre ton âme et la mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, qui soit vivant ou mort, on va dire un personnage réel, tu choisirais qui ? Un genre de rocker des années 70 ou la reine Cléopâtre? Alors j'aurais pas aimé être dans la tête de Kurt Cobain, ça non. Oui, non. Je sais pas, je pense que j'aurais aimé être un homme puissant, tu vois. Genre un ancien président des États-Unis. Tu sais, quelqu'un qui a l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Juste pour voir ce que ça fait. Un mec comme Lincoln ou Luther King. Je pense que ça m'aurait plu, ouais, ou... non, pas Mandela, il a vécu des trucs trop horribles. Ah non, pas du tout envie de vivre sa vie. Bah oui, mais n'empêche que c'est une magnifique mais figure. tu vois, connaître cette sensation d'être sur le toit du monde à un moment donné. Je pense que c'est abominable et c'est fantastique en même temps. Juste histoire de le vivre, tu vois. Ah, et puis en plus, là, tu choisis des gens, on sent que leur trajectoire de vie a aidé les générations qui ont précédé, qui ont succédé, quoi. Donc oui, vraiment, ça c'est... Ouais, c'est des gens... On se sent utile, quoi. Ouais, mais puis tu sais, c'est les États-Unis quand même. Il y a un truc... Tu vois, j'ai pas dit Charles de Gaulle, quoi, tu vois. Enfin, je suis quelqu'un de très important, mais t'es pas sur le toit du monde, quoi, tu vois. C'est un autre style. Ouais, voilà. Abraham Lincoln, tu vois, il y a un truc. Ou Thomas Sankara, tu vois. Thomas Sankara. Ouais, être un révolutionnaire. C'est qui Thomas Sankara? Thomas Sankara. Alors, Thomas Sankara, c'est un ancien président de la Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso. Il a fait son armée avec les parachutistes français, si je dis pas de bêtises. Et il a pris le pouvoir à un moment donné au Burkina Faso. C'est lui qui a autorisé le vote des femmes au Burkina. C'était un grand révolutionnaire burkinabé. Il a revendu toutes les voitures de luxe du gouvernement pour voyager en train. Et puis bon, bah, il s'est fait assassiner au bout de 5 ans par son plus proche collègue, parce que les gens honnêtes, ça plaît pas à tout le monde. Outre l'assassinat, peut-être j'aurais aimé être un révolutionnaire, tu vois, quelqu'un qui a des... tu vois. Oui, j'ai bien compris. Ah bah, histoire de voir ce que ça fait. Je sais pas si c'est un bon choix, mais... mais moi, c'est ce que je te souhaite. Attends, t'es encore toute jeune, 28 ans. Là, j'ai pas prévu de faire une révolution, je te rassure. Ah, mais tu fais quand même des textes engagés. Je suis sûr que tu vas aider les générations. Les parachutistes, tu vois. Non, et puis on ne souhaite vraiment pas de finir de la même façon, ça, non, clairement. Non. Bah, franchement, merci Morgane. Tu vois, là, on était donc dans un confessionnal, tu l'auras bien compris. Oui. Et pour le coup, souvent dans ces lieux-là, à un moment ou à un autre, on ouvre la Bible et j'ai préparé des petits bouts de Bible, des petits bouts de Bible, des petits versets. Des petits bouts de Bible. Ça, c'est un truc de chrétien. Des fois, ils ouvrent un peu la Bible au hasard pour voir un peu, tiens, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui. Et si ça te dit d'en piocher un, voir ce que l'univers te dit pour aujourd'hui et pour demain. L'univers me dit pour aujourd'hui. Elle est trop mignonne, j'ai pris une rose bleue comme moi. Ça, c'est l'avantage d'avoir des magnifiques ongles. Vous êtes la lumière du monde, et votre lumière brille devant les hommes. Ça, juste après ce que tu viens de dire sur ces belles personnalités, Thomas Sankara notamment, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, d'être à travers tout ce que tu vis aujourd'hui. De briller et d'être la lumière pour les autres. Moi, c'est ça dont je suis fan dans l'image de la lumière, c'est que c'est à la fois ce qui nous permet d'avancer quand on est un peu dans l'obscurité, mais c'est aussi ce qui réchauffe, quand on a le cœur gros et tout. Et c'est ce qui fait briller. La lumière, c'est ce qui te fait briller, là. Et ça, j'en suis assez convaincu. Tu peux la garder ? À fond. J'ai plein de petites phrases d'auteurs que j'aime bien coller chez moi, donc je la rajouterai. Carrément. Surtout que ça, c'est l'auteur magistral. Voilà, c'est ça. Exactement. Franchement, merci Morgane. Merci à toi. C'était très cool. Carrément. C'est un très bon moment. Moi aussi. Pour ma première confession. Vraiment, merci à toi. Merci.